Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de vous informer sur NCI. En sommaire, l'audience accordée par Timoko Melie-Kone au vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana. Au menu des échanges, le bilan des projets financés par l'institution dans plusieurs secteurs en Côte d'Ivoire. Le plan national de développement 2021-2025 est évalué à 59 000 milliards de francs CFA et le Japon va contribuer à sa mise en œuvre à hauteur de 568 milliards de francs CFA. Des précisions dans ce journal. Et puis la suspension du mot d'ordre de grève des taxis communaux à Yamoussoukro. La capitale politique a été perturbée hier par une grève de transporteurs qui dénonce une augmentation des taxes communales. Le vice-président de la République, Timoko Melie-Kone, a reçu en audience ce mardi Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au menu des échanges, le bilan des projets financés par l'institution, notamment dans le secteur de l'énergie, de l'éducation et de l'agriculture. Le reportage de Pierre Dipomelin et de Fulgence Kisside. Renforcer le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale dans presque tous les secteurs, c'est la volonté affichée par Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, reçu en audience par le vice-président ivoirien, Timoko Melie-Kone. Les deux hommes ont fait le tour des projets qui ont connu l'accompagnement financier de la Banque mondiale dans divers secteurs, dont l'énergie, l'agriculture et l'éducation. Sur le secteur de l'énergie, la Côte d'Ivoire se présente comme un pays locomotive dans la sous-région, tant du point de vue des investissements qu'il est en train de faire, mais plus important, des retombées de ces investissements pour permettre aux autres pays, dans son voisinage immédiat, d'avoir aussi accès à ces produits essentiels. Et ceci est important pour aussi le développement du capital humain, tout comme le développement agricole, qui sont d'autres secteurs importants que nous avons discutés au cours de notre mission. Le vice-président de la Banque mondiale est en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis le 4 juillet. Ousmane Diagana multiplie les rencontres avec les officiels du pays et visite également quelques projets financés par la Banque mondiale. Cette visite vise à renforcer le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale, un client important de l'Association internationale de développement. Le Japon va soutenir financièrement la Côte d'Ivoire à hauteur de 568 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du plan national de développement 2021-2025. Ce mardi 9 juillet, le ministère de l'économie, du plan et du développement a échangé avec l'Agence japonaise de coopération internationale pour finaliser la politique d'assistance à la Côte d'Ivoire. Les explications de Nadia Eja et d'Eric Kimo. 947 millions de dollars, soit 568 milliards de francs CFA. C'est le montant annoncé par le Japon pour soutenir le plan national de développement 2021-2025, évalué à 59 000 milliards de francs CFA, avec une contribution de 74% attendue du secteur privé, notamment des partenaires internationaux tels que le Japon à travers la JICA. C'est pour faire le point sur le projet d'assistance du Japon à la Côte d'Ivoire qu'a été initiée cette rencontre en présence des différentes parties prenantes. Lors de la réunion d'aujourd'hui, nous aimerions nous imprégner de la situation actuelle de votre pays, de la vision Côte d'Ivoire solidaire 2030 et de l'état d'avancement du PND. Les enjeux de cette rencontre sont importants pour le développement de notre pays. Les efforts du gouvernement, soutenus par différents concours de partenaires techniques et financiers, à l'instar du Japon, ont conduit à des résultats remarquables qui ont permis de repositionner la Côte d'Ivoire parmi les pays ayant le plus fort taux de croissance du PIB en Afrique et dans le monde. Partenaire de la Côte d'Ivoire depuis 1960, le Japon appuie le pays dans divers secteurs. La réhabilitation du CHU de Cocody, la construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, l'installation d'une usine d'assemblage automobile sont à mettre à l'actif de cette coopération économique.
Le retour de la diaspora afro-descendante en Afrique est l'une des préoccupations majeures qui a conduit à la création du forum REPAT. Ce forum entend encourager le retour de la diaspora. Cette diaspora représente un potentiel économique important pour le développement de l'Afrique. Ce forum s'est tenu pendant des jours et s'est décliné en plusieurs activités, notamment des panels, des remises de récompenses et une visite de terrain. Les explications de Nadia Eja. Selon des statistiques de la Banque africaine de développement, les Africains de la diaspora ont envoyé en 2021 sur le continent environ 96 milliards de dollars, dépassant largement l'aide publique au développement de 35 milliards pour la même année. Un potentiel humain donc à capitaliser, comme le soulignent de façon unanime les participants au forum REPAT. Le terme REPAT fait référence à toute personne afro-descendante de retour à la mère patrie après avoir vécu à l'extérieur. Si des Ivoiriens veulent rentrer, eh bien tant mieux. Tant mieux pour eux. Et puis tant mieux pour la Côte d'Ivoire parce qu'ils créent de l'emploi, ils créent de la richesse. Cela va accélérer la décentralisation, permettre que les investissements soient faits massivement en cohérence avec les plans qui sont élaborés déjà donc, par les ministres-gouverneurs. C'est une multisectorialité que nous avons aujourd'hui et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Chaque ministre-gouverneur va tirer profit de cette rencontre. Durant 3 jours, autorités locales, entrepreneurs, ressortissants de la diaspora et investisseurs étrangers se sont donné rendez-vous à Abidjan autour d'un intérêt commun, le partage d'idées et de réflexions pour susciter un retour massif en Afrique de la population afro-descendante vivant hors du continent. Cela dans le cadre de la 2e édition du forum REPAT, tenu autour du thème « L'investissement direct de la diaspora en Afrique », qui est l'opportunité d'investissement en Côte d'Ivoire. L'enjeu, c'est continuer, persévérer à développer l'Afrique tous ensemble. La sous-question sous-jacente, c'est qu'un impact auprès de la diaspora, c'est un impact d'une part de dire, tiens, nous avons des personnes REPAT qui sont capables de dire, nous sommes là pour vous accueillir, venez, on va sécuriser vos investissements. Pour couronner les efforts et succès des Africains qui ont réussi leur retour à la mère patrie, des prix ont été remis dans divers secteurs d'activité lors du dîner gala des PKD Awards, organisé dans le cadre du forum REPAT. De quoi réjouir les récipiendaires qui ont salué l'initiative. De savoir qu'aujourd'hui, le luxe dans l'agroalimentaire est primé par l'un des plus grands dans un forum international, c'est vraiment le paroxysme en fait, de la récompense et ça motive encore plus. Plusieurs fois, j'ai failli retourner en France, mais j'ai tenu le coup et je me suis dit, c'est le prix à payer. On ne peut pas avoir le même salaire qu'on avait en Europe, c'est pas possible. Il faut accepter de gagner moins et de repartir à zéro. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas, je suis fier de mon parcours. Ce forum, qui en est à sa 2e édition, enregistre un bilan positif avec des investissements réels dans des secteurs économiques tels que l'agro-industrie, l'immobilier et bien d'autres. Dans l'optique de renforcer les acquis, une forte délégation s'est rendue dans le district autonome des Lacs pour toucher du doigt les réalités du terrain en matière d'investissement. Les rencontres qu'on a faites aujourd'hui m'ont permis de redécouvrir une Côte d'Ivoire dynamique qui exploite désormais ses ressources jusqu'au bout. Autre point important de la 2e édition du forum REPAT, le volet culturel. Au cours de la dernière journée de cette édition, les participants au forum ont pu découvrir un pan de la culture ivoirienne, notamment celle du Grand Centre avec la démonstration de la danse Goli. La capitale politique de la Côte d'Ivoire a été perturbée hier par une grève des chauffeurs de taxis communaux. Ces derniers dénoncent une augmentation des taxes de transport et de stationnement, une situation inconfortable qui a paralysé toute la ville. La bonne nouvelle pour les usagers, c'est que les syndicats ont finalement suspendu le mot d'ordre de grève ce mardi pour permettre l'avancée des négociations. Le reportage de Salifi Alekwe. Yamoussoukro, lundi matin. Dans les rues de la capitale politique ivoirienne, du quartier Morofé jusqu'à Nanan, en passant par l'habitat, 220 logements, Sopim et Kokrenou, le constat est général. Aucun signe des taxis communaux, qui ont engagé un mot d'ordre de grève de 72 heures, des transporteurs de taxis à suivre à la lettre. Une situation inconfortable qui a paralysé toute la ville, un calvaire pour les usagers qui sont contraints de marcher ou d'atteindre les autobus. Nous sommes des étudiants aujourd'hui,
Nous avons une bourse aujourd'hui qu'on doit faire, mais vu qu'on n'a pas de taxi à emprunter, donc nous sommes obligés de marcher. Depuis 7 h du matin, je suis en route pour mon activité, ce qui a eu un impact sur mes activités de ce jour. À la gare routière, les taxis sont stationnés. Les meneurs de cette paralysie disent protester contre une décision de la mairie relative aux taxes forfaitaires. Nous revendiquons les hausses des taxes des taxis communaux au niveau de la mairie et ce qui a entraîné l'arrestation de plusieurs véhicules et au niveau des impôts qui ne tiennent pas compte de la contravention donnée par la mairie. Avec le nouveau maire qui est venu, en début d'année, on nous a adressé un courrier pour dire qu'au lieu de payer 23 000, on n'a qu'à payer 100 000 pour les anciens taxis. 100 000. Et pour mettre un nouveau taxi en marche, 140 000. On a dit que ce n'est pas possible. Les autorités municipales, pour leur part, n'ont pas voulu s'exprimer sur cette affaire pour l'heure. Les syndicats ont finalement suspendu, mardi, le mot d'ordre pour permettre l'avancée des négociations. Actes de vandalisme et d'agression dans les hôpitaux. Le sujet défraie la chronique. 2 individus mécontents de la qualité des services offerts ont respectivement incendié le CHR d'Agboville et vandalisé l'hôpital régional de Port-Bouët. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle est monté au créneau. Il interpelle, condamne ces agissements et se réserve le droit de saisir la justice. Le reportage de Kassim Diabaté et de Tanguy Konan. Un homme de 43 ans incendie hier dimanche le centre hospitalier d'Agboville après le décès de son neveu qui y était hospitalisé. Un autre méfait de la même nature à l'hôpital régional de Port-Bouët où un individu à la suite du décès de sa mère a posé des actes de vandalisme et d'agression à l'endroit du personnel soignant. 2 situations, une constante, la volonté de 2 individus mécontents de la qualité des services offerts à leurs patients de se rendre justice. Le ministère en charge de la Santé sort du silence et condamne. Les faits concernant le CHR d'Agboville. Un individu identifié à l'état civil au nom de Samassi Salimou, arrivé à l'hôpital ce jour 7 juillet 2024, aux environs de 16 h, a appris le décès de son neveu. Mécontent, il s'est servi d'un bidon de 25 litres d'essence et a mis le feu au service suscité dans lequel étaient hospitalisés d'autres enfants malades. Concernant l'hôpital général de Port-Bouët, le vendredi 5 juillet 2024, une dame de 36 ans, pendant son hospitalisation, au 2e jour, elle a présenté une complication d'hémorragie digestive dont elle est décédée malgré les mesures d'urgence apportées par l'équipe de garde. À l'annonce du décès, le fils de la défunte, pris d'émotion, a posé des actes de vandalisme. Le phénomène n'est malheureusement pas nouveau dans le pays. Comme c'est récurrent, nous avons décidé de renforcer la sécurité et des mesures vont être immédiatement prises en demandant donc aux directeurs régionaux, aux directeurs départementaux, aux directeurs des hôpitaux de mettre en pratique ces mesures-là pour sécuriser les agents de santé sur leur lieu de travail. Le ministère se réserve le droit de saisir la justice. Enfin, le directeur de cabinet au nom du ministre présente ses condoléances aux familles endeuillées et promet de mettre toute la lumière sur les circonstances des 2 décès. Les résultats du baccalauréat sont connus depuis hier. 34,17%, c'est le taux de réussite. Le taux d'échec, quant à lui, est de plus de 65%. Les candidats qui ont échoué réfléchissent aux différentes options qui s'offrent à eux, comme vous le verrez dans ce reportage de Kassim Diabaté et de Tanguy Konan. Les résultats du baccalauréat ivoirien ont été dévoilés avec un taux d'échec de plus de 65%. Ils sont nombreux cette année à rater l'occasion de poursuivre des études supérieures. Malgré cet état de fait, beaucoup ne comptent pas baisser les bras. J'ai eu 177 points. Moi, avec les moyennes dans les 2 matières, pourraient être repêchés.
Mais malheureusement, il y a eu 10 en maths, et puis 9 en physique, 9 en SVT. Moi, je dis que c'est pas la fin du monde. Vu que j'ai fait deuxième fois, ça n'a pas marché, je vais essayer encore. Peut-être l'année prochaine, si Dieu le veut, je serai parmi les admis. C'est un échec qui va me rendre encore plus meilleur devant. Mais bon, ils me disent que la vie ne s'arrête pas là en fait. Il y a une continuité, puis c'est à moi de redoubler d'efforts pour mieux continuer en fait, pour revenir plus forte encore l'année prochaine. En gros, je pensais que j'allais avoir le bac, peut-être même avec la mention assez bien, je pensais. Mais ça n'a pas été. Toujours sous le choc, beaucoup sont réticents face à la caméra, si certains en sont à leur première tentative et ont encore une carte à jouer en tant que candidat libre. Beaucoup sont encore à leur dernière chance en tant que candidat régulier et envisagent d'autres options. Personnellement, je ne veux pas aller dans une grande école, je veux reprendre la classe, je veux pouvoir faire plus d'efforts. Parce que je pense que si je reprends, si je mauvais dans une autre école, ça va me fatiguer. Donc je veux reprendre. Je veux rester en série D parce que je veux faire la médecine. Je vais faire une grande école et puis faire le candidat libre. Donc pourquoi ne pas aller essayer? On ne sait jamais, peut-être l'année prochaine sera plus encore mieux. Je vais reprendre ma série tout simplement parce que j'envisage d'aller faire pharmacie, donc c'est obligé pour moi. En fait, je cherche à atteindre quelque chose dans la vie. Maintenant, pour l'atteindre, je suis obligé d'avoir le bac D. Le bac, un précieux sésame, demeure un diplôme prestigieux puisqu'il sert de viaduc entre le secondaire et le supérieur. La majorité de ces candidats malheureux sont déterminés à continuer et à affronter les défis de la vie, comme pour dire qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Les épreuves écrites du BTS auront lieu du 22 au 27 juillet, les épreuves pratiques du 29 juillet au 2 août 2024. À quelques semaines de ces épreuves, les candidats se préparent. C'est la période des révisions générales. Entre stress et optimisme, chaque candidat est à l'œuvre pour se donner les chances de réussir, comme vous le verrez dans ce reportage de Niki Mamoussa et d'Eric Kimou. Maintenant, si c'est un jour férié, c'est combien? À quelques jours de la session 2024 du BTS, l'heure est aux révisions générales. La paie du mois d'avril 2014 de l'employé Pablo. Ces candidats ont choisi de se faire accompagner par des enseignants. Pour ceux dont c'est la première fois, c'est le stress malgré l'optimisme. Je suis un peu stressée, mais ça va, ça va. Nous, ça va très bien. Et je pense que ça va aller. Quand tu es seul à la maison, il y a certains trucs que tu fais, tu n'arrives pas à... Il y a certaines trucs qui sont difficiles à traiter seul. Donc tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Vu que il y a plusieurs matières, donc c'est pas facile. Voilà. Si tu n'es pas concentré, ça va pas être facile pour toi de t'en sortir. Donc pour l'instant, ça va, on s'en sort très bien. Et pour ceux qui l'ont déjà tenté, on se dit plus confiant et serein pour cette session. Quand la balance est avant l'inventaire, on regarde aussi la date de session. Si la session a eu lieu avant l'inventaire, alors qu'est-ce qui se passe? Grâce à Dieu, cette année, je suis prête. Il y a des calculs dedans. Si tu dois étudier seul, tu ne pourras pas. Parce que les calculs là, ça change. Il faut que quelqu'un puisse, comme on appelle ça, t'aider. Quand je vois mon niveau de maintenant et celui de l'année passée, ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil. Je crois que cette année, par la grâce de Dieu, tout ira bien. En organisant ces séances d'encadrement, les enseignants veulent davantage préparer les candidats aux différentes épreuves. L'étudiant se projette toujours vers la fin et surtout sur les préparations. Alors donc nous aussi, en tant que professeur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner toutes les stratégies possibles pour permettre à l'étudiant de valider son BTS. Les sujets même sont composés en méta BTS 2024. Donc déjà quand l'étudiant même voit ça, déjà l'étudiant n'a plus de stress parce que c'est le stress qui tue beaucoup l'étudiant. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur auront lieu du 22 au 27 juillet, tandis que les épreuves pratiques débuteront le 29 juillet et s'achèveront le 2 août 2024. Au Sénégal, les initiatives se multiplient pour freiner la migration irrégulière des jeunes. Parmi elles, des projets agricoles mis en place en faveur des jeunes dans plusieurs régions affectées par le phénomène. Nos reporters Mardoché Kwasi et Joseph Zekri ont visité la ferme-école Kaïdara près de Fimila dans le département de Fatick et certains jeunes déjà installés à leur propre compte. C'est le dossier de ce journal. Fimela, commune côtière du département de Fatick, située à un peu plus de 149 km de Dakar, la capitale sénégalaise. Les difficultés d'accès à un emploi décent poussent la plupart des jeunes de cette localité à tenter l'aventure de la migration irrégulière avec des fortunes diverses.
Mohamed Kamara fait partie de ces jeunes qui ont cédé à la tentation, faute de certitude, quant à leur avenir. J'ai tenté plusieurs fois, je n'ai pas réussi et j'ai retourné ici au Sénégal. Grâce à Kaïdara et ses partenaires, ils m'ont aidé, j'ai passé la formation de FAO. Il n'y avait rien, donc j'ai démarré jusqu'à aujourd'hui. Mais mon objectif, c'est de participer sur le développement de ma localité et aussi de créer des emplois aussi, pour éviter que les jeunes essayent de tenter ce que j'ai traversé en 2017. J'ai compris maintenant que ce n'était pas la peine que je voyage, ou bien j'essaye même, parce que tout était ici. En compagnie de plusieurs dizaines de jeunes de cette localité, Mohamed a bénéficié d'une formation dans cette ferme-école et d'un accompagnement pour s'installer à son propre compte. L'objectif étant de montrer que c'est possible de pratiquer une agriculture dans cette région, au climat aride, mais surtout d'en faire une activité rentable. Ces jeunes, clairement, ils nous ont dit que nous, si on savait qu'il y a cela au Sénégal, nous, on ne partirait pas. Et donc là, je pense que avec le projet Riposte, ça nous a beaucoup aidé à fixer les jeunes dans leur terroir. Ça nous a aidé à changer la vie de ces jeunes. Une initiative de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à travers le projet Riposte. Le projet Riposte vise le renforcement des capacités tout en adressant les questions liées à la création d'emplois, les questions liées à la migration des jeunes, les questions liées également à la gestion durable des terres. Donc toutes ces questions sont prises en charge dans le cadre du partenariat avec le centre Kaïdara pour leur permettre de séjourner, de développer un réseau et également de préparer leur installation sur le terrain. Un projet mis en œuvre dans cette localité avec l'appui des autorités municipales. On ne peut pas accepter qu'on nous forme des jeunes et qu'on finisse, après la formation, les jeunes restent les bras croisés. Et la condition numéro 1, c'est d'abord de nous présenter un terrain. On a dépêché également aussi la commission de Monial qui a mesuré les terrains et on a passé à la délibération de ces terrains. Et l'objectif, c'était de trouver des solutions par rapport à la migration. Aujourd'hui, Mohamed est un exemple de réussite pour les jeunes de Fimela. Il a lié élevage et agriculture sur sa ferme personnelle qu'il a démarrée depuis 7 ans. En plus de participer à la formation d'autres jeunes, au centre Kaïdara, il emploie une personne sur son exploitation. Les fermes comme celle de Mohamed constituent des modèles de réussite et des pôles verts résilients que le projet ambitionne d'essaimer un peu partout dans la zone de la Grande Muraille Verte. Et c'est au Sénégal que se referme ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de vos rêves. Très bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.